avec les accidents, l'accident d'OVH, l'incendie, du jour au lendemain, boum, plus de site du centre Pompidou. Donc là, mais honnêtement, ce n'est pas un site stratégique, le centre on est Pompidou. d'accord. Avec tout le respect que j'ai pour le centre Pompidou. Ça m'a gêné en tant qu'utilisateur pour voir ce qu'il y avait le lendemain. Et puis la grande panne, là, un soir, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a plus Facebook, il n'y a plus Insta, il n'y a plus rien. Et alors, je me suis jeté sur Twitter. Et là, on rigolait à gorge déployée. Je trouve que cette panne générale de Facebook, parce que c'est le leader incontesté, a fait plaisir à tout le monde. Et il y a eu des gifs animés très très vite qui ont été super drôles, mais en même temps ça nous a questionné. Il s'est dit qu'il fallait envoyer un mec ou une fille, une équipe en voiture dans le désert. Enfin, on s'est dit, mais avec toutes ces blagues, où il est le fil, on pensait à War Games, le film. Enfin, c'était hallucinant cette histoire. Ben oui, c'est fou, ça montre la vulnérabilité et puis le fait que quelquefois ce sont des colosses aux pieds d'argile, quoi. Bon, après, il y en a, la technologie, toute l'histoire de la technologie, c'est un festival de panne et de bugs. Hein. France Télécom en a fait les frais récemment aussi en France, et c'était à mon avis beaucoup plus grave, l'histoire des numéros d'urgence qui ne répondaient pas. Ouais. C'était autrement plus grave que le truc de Facebook. Mais quelque part, on vit avec, et puis on sait très bien que c'est des choses qui vont, avec le temps, qui s'améliorent toujours. Il y a de la résilience, mais même on est en 2021, moi j'ai eu 2 heures de coupure d'électricité hier chez moi en banlieue parisienne. C'est des choses qui peuvent exister. Comment vous avez fait? Comment j'ai fait? C'est une bonne solution. C'est là où je me suis dit que finalement la vie n'est pas si gravissime, parce que mon ordinateur était chargé, mon smartphone était chargé, j'avais de la 5G, donc ma fille a travaillé, j'ai continué, j'ai fait des trucs, etc. Donc il y a une forme de résilience aussi qui peut exister. Et tout est une question d'équilibre. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ces pannes-là, elles arrivent dans les avions. Mais aujourd'hui, ça peut arriver sur Facebook, c'est pas trop grave. Les centrales nucléaires, dont on peut imaginer que les systèmes sont, j'espère, un peu mis à jour. Ouais, mais il y a un gros atout, c'est qu'ils sont vieux, et donc souvent la low-tech, c'est pas mal aussi. Ça peut s'user, mais au moins c'est simple, on sait comment ça marche, etc. Enfin bon, je ne suis pas expert du nucléaire. C'est ce qu'on a dit du Concorde aussi, mais... Il y avait une cause extérieure. Hein, oui, c'est vrai. Ouais. Le boulon. Ouais, la pièce en fer. Là. Vous êtes incollable. Non, mais vous aussi. Hein. On ne peut pas ne pas évoquer les crypto-monnaies. Et puis, ce dont on parle un petit peu moins, c'est les smart contracts, parce que finalement, les crypto-monnaies, c'est la partie visible de l'iceberg. Le Bitcoin qui a un peu tombé récemment, là. Je ne sais pas si vous suivez, je ne sais pas si vous en avez, 25% en quelques jours, semaines. Bon, ça va remonter. L'Ether, non, qui est beaucoup plus stable, d'ailleurs, c'est intéressant. En fait, la vraie révolution, ce n'est pas les cryptos, c'est peut-être les smart contracts, parce que c'est lié, c'est la blockchain. Et ça, je pense qu'on n'en a pas fini, avec des questions que ça pose. On n'a pas parlé d'énergie, on ne va pas s'apesantir, même si finalement elle est en train de se verdir un petit peu, tout doucement, la blockchain. Mais ça, c'est une révolution de fond. Qui serait plutôt, pas incrémentale, mais disruptive. De rupture, ouais. Disruptive. Ouais. Alors moi, je ne suis pas du tout expert de ces trucs-là, mais je m'y suis intéressé par la force des choses, parce que c'est mon boulot. Et effectivement, on sent qu'il se passe quelque chose, quoi. Après, c'est difficile de faire la part des choses entre ce qui est réellement révolutionnaire, fondamental, disruptif, etc., et puis toute la hype qu'il y a autour, et l'écume, l'aspect hyper spectaculaire des marques. Donc il y a la blockchain, ce qui donne les cryptos, les smart contracts dont vous parliez, et puis maintenant, le grand truc, c'est les NFT. Donc les NFT, la tokenisation d'un objet virtuel pour qu'on puisse le posséder, avoir les droits. Rendu visible dans le monde de l'art d'ailleurs, c'est intéressant. Oui, l'art s'est beaucoup emparé de ça, et ça se comprend. C'est super dur à comprendre, et on a l'impression quand même qu'il y a une bulle spéculative aujourd'hui. Mais il se passe réellement quelque chose. Et je pense, et vous avez tout à fait raison, les smart contracts, c'est des trucs qui vont et heureusement, sans doute, simplifier, casser des tas de choses dans des tas de domaines, la banque, l'assurance, où il y a encore des lourdeurs incroyables. Vous achetez un appartement... On nous fait encore signer des contrats papier, on ne veut pas nous envoyer en mail avant, de peur qu'ils soient modifiés. Enfin, on hallucine. Mais oui, vous faites un moindre petit emprunt, etc. Il faut écrire des trucs. Il faut y aller, il faut écrire des trucs. Il faut y aller, alors que la Poste propose un système d'identité numérique authentifié, certifié, etc. Après, tout ça, c'est des trucs qui vont se mettre en place. Et le jour où ce sera en place en France, vous allez voir, ça marchera. Je pense que vraiment, moi, je suis assez optimiste. Ça marchera bien, ce sera sécure, ce sera souverain. Parce que nous, on démarre souvent après, mais quand on y est, ça marche bien.
Alors, je voulais aussi qu'on évoque le pouvoir des utilisateurs. Bon, on le sait avec Facebook, des révolutions dans le monde se sont faites avec les médias sociaux, peut-être d'ailleurs plus Twitter. Non, je voulais évoquer des petits détails. La disparition aussi pour Apple, parce que comme il est tellement fort, on a envie de l'attaquer avec la touch bar qui a disparu. Là, on ne sait pas pourquoi elle est arrivée, on ne sait pas pourquoi elle a disparu. Et puis récemment, je fais une mise à jour, je ne savais même pas ce que j'avais coché comme case à cocher. Boum, Windows redémarre, j'ai perdu le bouton de redémarrer. Je ne savais pas qu'il avait disparu. Ah donc oui, sur le coup, dans le dernier Windows 11. Heureusement qu'il y a le bouton, mais pour ceux qui cliquent toujours ici, comment ils vont faire? Je me suis dit, bon, je vais retrouver tout ça, mais à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il a disparu? Puis j'étais sur Twitter encore, et là, j'ai vu qu'en effet, les gens, c'est intéressant de remarquer le pouvoir des utilisateurs. Comme vous le disiez aussi, je me fais mon public, hein, le pouvoir du public, sur des innovations qui sont parfois infimes ou gigantesques. Les marques, en fait, elles ne font pas non plus ce qu'elles veulent, quoi. Non, absolument. Elles tiennent énormément compte des retours et c'est vrai qu'Apple, c'est surprenant parce qu'on a l'impression qu'Apple sait forcément de quoi le futur sera fait et il connaît notre bonheur et il fera notre bonheur. L'alimentation magnétique, les gens ils le voulaient. Bah, évidemment. Ah ouais. Et puis et on ne sait pas trop, on ne saura jamais ce qui s'est passé ou alors on le saura dans très longtemps. C'est pourquoi ils l'ont enlevé, les secrets d'État. Ben, je pense qu'il y avait un délire sur le design. Il fallait, c'était la suite logique de on enlève la disquette, on enlève ceci, l'USB-C partout. On met du USB-C partout. Plus beau, peut-être plus Après, efficace. ils se sentent et ils sont tellement puissants qu'ils peuvent provoquer des usages et donc. Ils l'ont fait avec les câbles. Ouais, voilà. Et les adaptateurs. Mais là, pourquoi c'est toujours une prise propriétaire sur l'iPhone et c'est pas encore de l'USB-C? Bon, très heureux d'avoir un Samsung de ce point de vue. C'est pénible, hein. Et en même temps, on est aussi parfois diversement servi. Quand on parle de fracture numérique, ça existe toujours. Vous parliez de vos parents. Moi, quand je vais voir les miens en région, je ne dirai pas où, mais alors je me retombe sur un modem 14.4, quoi. C'est mignon. Je pleure. Mais je pense aussi à des choses beaucoup plus sérieuses comme le langage. Comme c'est inventé dans la Silicon Valley, les accents en polonais, ils ne passent pas toujours. En adresse, en URL, on peut les mettre, mais est-ce qu'on a vraiment envie de s'embêter avec des accents partout? On n'est pas sûr. Il y a des gens qui, avec leur langage, je pense à l'Asie, je pense au nord de l'Afrique, qui se retrouvent avec des claviers plutôt QWERTY du reste. Et puis, il y a aussi des langues qui sont moins bien modérées, davantage modérées. Là, il y a un vrai enjeu, même au-delà du soft power, hein, de standardisation du monde, du fait des technologies par le langage. Ne serait-ce que le SMS, on n'en a pas parlé, qui a changé le monde aussi. Hein. Le SMS, on ne peut pas le faire avec tous les claviers, quoi. Donc, Facebook est modéré diversement selon certaines langues, par exemple en Asie ou en Afrique, comparé évidemment à l'anglais. Wikipédia, il fait attention. Je ne suis pas sûr que les grandes marques y fassent aussi bien attention. C'est les limites de la globalisation, hein, parce qu'il n'y a pas un seul pays sur Terre, il y a pas, voilà, donc ils ont des ambitions et effectivement il y a des sacrifiés dans l'histoire. C'est vrai que moi je suis le premier à m'énerver quand, même sur un site français, je crois que c'est le site d'Air France ou je ne sais pas quoi, où vous tapez votre prénom avec des accents et vous vous faites jeter. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, j'ose plus écrire Boulevard Barbès avec l'accent. Alors après, on m'appelle Monsieur Boulevard Barbe. Oui, mais alors moi je dis ça à mon fils qui est ingénieur, il me dit mais ça c'est un problème du X, c'est l'ingénieur qui a développé ça, qui est un nul. Voilà, il est nul parce qu'il aurait très bien pu accepter les accents, éventuellement les trapper. Alors, il se compliquerait peut-être un tout petit peu la vie. Ah oui, mais c'est son boulot. Il nous faciliterait la nôtre. Et puis, je voudrais terminer sur. On dit toujours qu'en France, on n'est pas si bon sur les applications, qu'on n'est pas leader et tout. Il y en a une quand même qui a eu un gros succès. On nous a un tout petit peu forcé la main, mais le succès est intéressant. Vous voyez laquelle je veux parler, c'est tout simplement. Oui, tout à fait. Ah oui, alors ça, j'ai suivi cette histoire-là depuis le début, la genèse jusqu'à pour France Info, là, où j'expliquais ça au jour le jour. Vous savez que ça marche jamais. Ouais, mais en fait, ça marche. Ça marche pas si mal. Ça marche pas si mal. C'est l'application qui a été la plus téléchargée en 2021 sur l'App Store d'Apple. Numéro 1, toute catégorie confondue. En France, hein. Oui, évidemment. Oui. Mais je me demande si ce n'est pas la même chose dans les autres pays aussi. Tous anti-Covid, il y avait deux choses. Il y avait la brique contact tracing, c'est-à-dire pouvoir détecter les interactions, dire si cas contact, machin.
Moi, j'ai reçu la première alerte pas plus tard qu'hier, et effectivement... C'est parce qu'il savait que vous veniez ici. Mais bon, je ne devrais pas vous dire ça, parce que qui m'a dit que j'étais qu'à contact, mais d'il y a 10 jours. Donc, ça va. C'est 10 jours, l'incubation, c'est bon. Oui, puis je suis triplement vacciné, tout ça, machin, donc on m'a dit, apparemment, d'après les instructions, j'ai rien de spécial à faire. Et c'est ça c'est le carnet de vaccination et le pass sanitaire qui a déclenché le téléchargement. C'est le pass, c'était la liberté. Du président. Avant, tout le monde s'en foutait, le pass, c'est devenu utile pour tout le monde. Et il y aurait beaucoup à dire sur cette histoire de tous anti-Covid, parce que c'est vrai qu'il y avait deux options. Soit on donnait les clés du camion aux GAFA, Apple et Google, comme l'ont fait les Américains, les Américains évidemment, mais les Anglais. Les Anglais. Et soit... Ce qui aurait fonctionné très vite. Ce qui aurait fonctionné très vite. Soit on développait notre usine à gaz à nous, et qui marche forcément moins bien, parce qu'on n'a pas accès à tous les composants. On ne peut pas aller, par exemple, au cœur de l'iPhone. Et donc, même si vous avez un iPhone... Même le FBI ne peut pas y aller, d'ailleurs. Oui, exactement. Si vous avez un iPhone, si j'ai un iPhone, il ne peut pas détecter si l'un des deux est positif, l'autre ne sera pas prévenu. Ce qui est rigolo, c'est qu'il suffit qu'il y ait un Android dans la boucle pour que ça réveille tous les iPhones. Et ça, c'est un Anglais ou un Allemand, un ingénieur qui a découvert cette astuce pour contourner le problème. Mais derrière toutes ces anecdotes, c'est la question de la souveraineté. Moi, j'en ai parlé avec Cédrico, le ministre, là-dessus. Je lui demandais, qui me raconte aussi après coup un peu toute cette histoire-là. C'est là où il m'a dit, écoutez, franchement, à un moment, moi, j'étais prêt à lâcher l'affaire. J'en pouvais plus devant les oppositions, les trucs, les machins. J'ai cru que c'était mort, tous anti-Covid. Et il me dit, bon, pour la petite histoire, il dit c'est Macron qui a remis du charbon dans la machine en disant c'est pas vrai, il faut y aller, et donc ils sont remis en selle pour ça. Et c'est la question de la souveraineté. Est-ce que pour une efficacité immédiate, on donne les clés aux GAFAM, ou bien on essaie encore une fois de développer notre truc? Pourquoi ils ont choisi la voie de développer en interne? C'était surtout, et ça c'est ce que m'expliquait Cédrico aussi, c'était parce que c'est tout bête aussi, c'est parce que sinon, il n'y avait aucune donnée statistique. Les statistiques de contamination, de trucs et tout qui sont intéressants pour suivre l'évolution de la pandémie, tout ça, ça partait chez Google et Apple et le gouvernement ne pouvait pas en profiter. Donc c'est surtout ça qu'ils ont considéré et c'est pour cette raison qu'on a fait notre propre appli. Et en commentaire lié aussi au Covid et à l'international, on a attaqué évidemment sur les innovations, les paliers. Moi, je pense que les innovations ne sont jamais mortes. Moi, celui que je croyais définitivement mort, c'était le QR code qu'on a vu monter total, redescendre vraiment. Et là, c'est partout. Et puis même récemment, j'ai vu, vous aviez consacré un temps de votre podcast, même sur les newsletters qui réémergent actuellement avec des espèces d'agrégateurs. En fait, on ne peut pas prédire le futur. La dernière question, elle est secrète, mais bienveillante. C'est là vous pouvez regarder les caméras, donc vous adressez, comme vous l'avez fait depuis le début, à tout le monde. C'était moi ce qui m'intéressait, c'est de s'adresser à tout le monde. Si vous aviez aujourd'hui, que ce soit un conseil aux jeunes podcasteurs, on dit ça, que ce soit aux utilisatrices, utilisateurs que nous sommes toutes et tous. Si vous aviez un message, le message d'aujourd'hui, parce que votre message d'hier, votre message de demain, au rythme où ça va, ne serait pas le même, comment vous voudriez conclure, ou quelque chose qu'on aurait vraiment oublié, qu'est-ce que vous auriez envie de dire face caméra sur votre sujet, peut-être, quelle innovation ou le public que nous sommes? Moi, je dirais qu'il faut garder une appétence pour l'innovation. Et il faut rester attiré. Il ne faut pas avoir peur de l'innovation. Je ne vais pas faire mon Jean-Paul II, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'innovation. Il faut se méfier, il faut être prudent, il faut être éclairé, mais il faut rester ouvert à l'innovation, parce que derrière l'innovation, il y a la technique, il y a la science, et surtout dans la période qu'on vit actuellement, où sur bien des plans, on a l'impression qu'on oublie le rationalisme, la science, eh bien, c'est quand même ça qui nous ramène à nos valeurs, aux valeurs des Lumières, pour employer des grands mots. Et je pense que c'est super important, tout en cultivant l'esprit critique, la vigilance. Il faut rester hyper en attente et ouvert et tourné vers l'innovation, et notamment l'innovation technologique. Jérôme Colombin, un grand merci à vous, c'était du bonheur. Merci, c'était un bonheur partagé, vraiment, super.